Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre un peu ce qui est en train de se passer dans, on va dire, des relations complexes, même chaotiques entre Binyamin Netanyahou, la justice israélienne, le conseiller juridique du gouvernement, les avocats du Premier ministre. Alors, on a vu depuis le début de semaine une sorte de manège un peu étonnant, il faut bien l'avouer. Les avocats du Premier ministre qui refusent de recevoir les documents, des milliers de documents qui devraient leur permettre de mieux défendre leurs clients, Binyamin Netanyahou, en perspective de l'audition que doit lui accorder le conseiller juridique du gouvernement, une audition qui apparemment doit intervenir avant le 10 juillet prochain. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi les avocats du Premier ministre se comportent de la sorte, pourquoi ils refusent tout simplement, alors que depuis plus d'un mois, depuis le lendemain des élections, ces documents sont à leur disposition. Pourquoi ils ne s'empressent pas de récupérer ces documents pour pouvoir mieux défendre leurs clients? Oui, votre question est très bonne, dans le sens où, évidemment, tout le monde se pose la même. Je voudrais juste remettre les choses un petit peu dans son contexte. L'audition est un privilège d'un ministre. C'est-à-dire que, théoriquement, lorsque le procureur de l'État ou le conseiller juridique du gouvernement en Israël décide de mettre en inculpation une personne, elle n'a pas besoin de l'auditionner. Mais pour une personne dite publique, il y a une procédure d'audition qui va permettre donc à cet homme public de faire entendre, j'allais dire, ses arguments auprès du conseiller juridique du gouvernement avant que le conseiller juridique du gouvernement puisse donner sa décision finale. Ouais. Cette audition est optionnelle, c'est-à-dire que le ministre ou la personne concernée peut y renoncer. Donc ça, si vous voulez, ça c'est les données, et comme vous l'avez bien dit, les matériaux, c'est-à-dire toutes les preuves, etc., n'ont été publiés qu'au suite aux élections, sont publiables qu'après les élections, et depuis, il faut souligner que c'est quand même une sorte de privilège que le conseil juridique du gouvernement a accordé à Netanyahou de ne publier, de ne mettre à la disposition des avocats les documents qu'après les élections, parce que il estimait que de mettre ces documents on va dire dans le domaine public avant les élections, ça risquait d'avoir une influence sur le déroulement de ces élections. Absolument, parce qu'évidemment, qui dit publication de ces matériaux s'expose évidemment à des fuites. D'ailleurs, ceci dit, même c'est un mauvais moment à l'heure actuelle où Binyamin Netanyahou se trouve en train de composer son gouvernement. C'est peut-être d'ailleurs un des arguments qui fait que les avocats ne veulent pas le prendre pour qu'il n'y ait pas peut-être de fuite. Mais je crois que là maintenant, donc si vous voulez, on peut renoncer à cette audition. Donc je reviens un peu d'un autre côté, il y a un autre problème qui est un sous-problème. Moi, je ne crois pas que c'est le problème le plus important. C'est le problème du financement des avocats de Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou avait demandé la possibilité que certaines personnes richissimes puissent l'aider à contribuer à payer ses frais judiciaires auprès de ses avocats. La commission qui avait déjà décidé non, avait dit non. Et là, on se trouve, si vous voulez, une sorte de rapport de force entre une commission qui dit non, qui serait prête potentiellement à ouvrir le dossier, et Binyamin Netanyahou qui voudrait réouvrir le dossier. Mais ça, je ferme la parenthèse. Mais entre nous, Philippe, ça semble très peu c'est-à-dire ça semble un peu bizarre que Binyamin Netanyahou, que les avocats de Binyamin Netanyahou s'arrêtent de travailler parce que ils risquent de ne pas être payés par leur client, qui est quand même tout de même un homme assez relativement aisé, même si le salaire du Premier ministre n'est pas un salaire particulièrement mirobolant. Non, c'est pas mirobolant. Il y a déjà un avocat qui avait démissionné, mais si vous voulez, là, lorsqu'on est en train de parler au niveau de notre conversation, c'est-à-dire au niveau stratégique, je crois pas que ça doit être pris en compte à ce stade-là. Si vous voulez. Donc il y a une stratégie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui pousse les avocats à se conduire de cette manière. Absolument. Moi, je crois et alors là, à ce moment-là, je crois qu'il faille rapprocher le calendrier juridique avec le calendrier politique. Si vous voulez, il y a le calendrier juridique, je vous l'ai donné, c'est-à-dire qu'il va avoir une audition. Vous avez dit la date qui avait été donnée par le conseil juridique du gouvernement. Le conseil juridique du gouvernement va auditionner et va vraisemblablement ne pas forcément être convaincu tout de suite. Enfin bon, on pourrait analyser que c'est une grosse chance que le conseil juridique du gouvernement puisse continuer et donc déposer un acte d'inculpation contre Binyamin Netanyahou. Donc ça, c'est le calendrier juridique. Par contre, il y a aussi le calendrier politique.
Et le calendrier politique... Juste une remarque. À propos du calendrier juridique, est-ce que c'est vrai que les délais qui ont été accordés par le conseiller juridique du gouvernement après les élections, c'est-à-dire jusqu'au 10 juillet, pour permettre aux avocats de ratisser ces milliers de documents, eh bien, c'est largement insuffisant, et que dans d'autres cas, d'autres personnalités qui ont été soumises à l'audition, eh bien, le conseiller juridique leur a accordé un délai bien plus long pour se préparer? Je crois que c'est absolument vrai. On parle de dossiers qui sont extrêmement complexes. La police et le parquet ont mis des années avant d'enquêter ça. Donc on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de documents. Donc il me semble qu'en effet ces délais soient relativement courts. Mais si vous voulez, je ne crois pas que dans une affaire comme ça, donc une affaire aussi importante que ça, que le conseiller juridique du gouvernement puisse maintenir sa date. Il a donné en date butoir. Mais je crois que si les avocats avaient commencé à se saisir du dossier, à étudier le dossier et avaient demandé une prorogation d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, éventuellement, je pense que cela leur a été accordé, comme ça l'a été accordé à d'autres politiciens avant. Donc là, si vous voulez, il n'y a pas un intérêt du ministère de la Justice de prendre de court les avocats. Je ne crois pas qu'il y a un intérêt de prendre de court. Alors c'est là que se réunissent, on va dire, l'intérêt politique, en tout cas l'approche, le calendrier politique et le calendrier juridique. Le calendrier politique, ça veut dire quoi, Alors le calendrier politique, c'est qu'on le sait. Benyamin Netanyahou a demandé au président encore 2 semaines pour composer son gouvernement. Le gouvernement va avoir un certain nombre de lignes et parmi ces lignes, j'allais dire juridiques, il y en a une qui pourrait permettre d'empêcher d'enlever l'immunité parlementaire de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou est député, évidemment, donc il bénéficie d'une immunité. Cette loi sur l'immunité a été changée en 2005. Pourquoi elle a été changée en 2005 ? Eh ben parce que malheureusement, nos députés, il y avait énormément de corruption. Il était très difficile. Il fallait l'accord d'une commission interne à la Knesset pour enlever cette immunité parlementaire, qui était une des plus grandes d'ailleurs des immunités des pays d'Occident. Et la Knesset elle-même a décidé de corriger cette loi et qu'il serait beaucoup plus facile d'ôter cette immunité parlementaire. Donc ce que voudrait faire apparemment, et c'est en ça finalement je vous dis, il faut coïncider les calendriers politiques et juridiques, ce qu'aurait tendance à faire à mon avis le Premier ministre, ça aurait été d'essayer d'avancer cette loi, afin qu'il revienne à la situation de 2005, et comme il a la majorité à la Knesset refuserait d'enlever son immunité. Et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin d'audition, puisqu'il renoncera même à son audition, parce qu'il est intouchable tant qu'il est Premier ministre. Donc si vous voulez, je pense que si on peut... Il est intouchable, c'est-à-dire que cette immunité, la loi de 2005, qui était en vigueur jusqu'en 2005, peut le protéger de toute inculpation de corruption, de fraude, d'abus de confiance, etc. S'il a la majorité à une commission qui s'appelle la commission de la Knesset, s'il a une majorité dans cette commission, alors à ce moment-là, la Knesset peut refuser d'enlever son immunité parlementaire, donc il sera intouchable. Si vous voulez, juste une présence dans tous les chefs d'accusation, c'est-à-dire, je sais pas, quelque chose de plus grave se produit. On va parler de mœurs, par exemple, de viol ou de. Est-ce que même dans des cas comme ça, un Premier ministre est totalement protégé par l'immunité parlementaire ? À partir du moment où, et là c'est un cas qui ne s'est jamais produit, parce que si je voulais vous dire, jusqu'en 2005, le nombre de députés dont on a enlevé l'immunité, il y en a énormément. Pour des histoires, je vous peux parler des Pilchassi, il y en a eu des dizaines. Et à chaque fois, il y avait des rapports de force, mais si vous voulez, on parlait de députés, j'allais dire un député normal. Oui. On ne parlait pas d'un Premier ministre. Or là, si vous voulez, par définition, un Premier ministre, c'est celui qui détient la majorité de 61 députés. Donc, a priori, il détient également la majorité à cette commission. Oui. Donc, si vous voulez, c'est un jeu où le politique se mélange avec le juridique. Et tant que, et j'allais dire quel que soit X, et quelles que soient les accusations, à partir du moment où la Knesset décide qu'elle refuse d'enlever son immunité parlementaire d'un député ou d'un Premier ministre,
alors à ce moment-là, le conseil juridique du gouvernement il doit refaire ses devoirs, il doit retirer son inculpation tant que le Premier ministre est en charge. Alors, on le comprend bien, donc il y a effectivement deux calendriers qui se rejoignent en même temps, mais il y a, et on l'a appris hier, derrière ce plan apparemment, qui est celui du Premier ministre, même s'il s'en défend apparemment, il y a une volonté de réforme, hein, on le voit assez vaste, du système juridique. C'est-à-dire, on parle, au-delà de cette fameuse loi sur l'immunité parlementaire qui reviendrait à celle de 2005, il y a cette fameuse loi sur le contournement de la Cour suprême qui donnerait d'une certaine manière le dernier mot en matière législative à la Knesset et non plus à la Cour suprême. Et cette loi, eh bien, il suffit de voir la presse israélienne de ce matin, nous allons le voir dans quelques instants avec la revue de la presse, pour comprendre qu'il y a un véritable débat d'idées autour d'une telle loi. Est-ce que, à votre avis, en tant que juriste, mettre ainsi des limites aux prérogatives de la Cour suprême, c'est quelque chose qui est démocratique, légal, légitime? Comment vous le considérez? Ou alors c'est véritablement un problème? Alors, je vais vous expliquer la manière dont je pense. Premièrement, la démocratie n'est pas forcément le gouvernement de la majorité. Une majorité, évidemment, une démocratie se voit également par ses contre-pouvoirs. Hein, on le sait bien, les contre-pouvoirs en Israël existent. Hein, c'est la Knesset, les commissions de la Knesset, le contrôleur de l'État et les tribunaux. Donc, si vous voulez, premièrement, ce n'est pas forcément tout ce qui est fait, édité par la majorité, qui est bon. Hein, on le sait bien, je ne veux pas prendre l'exemple cynique d'Hitler qui est monté au pouvoir de manière démocratique. Mais enfin, c'est premièrement le gouvernement de la majorité n'est pas forcément le système le plus démocratique. La deuxième chose, et ça on en parle peu sur la presse israélienne, pour en parler après de la presse de la Cour suprême, il n'y a pas de constitution en Israël. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Je vous prends un exemple français, par exemple. En France, il y a une constitution, donc c'est la constitution de la Ve République, qui est au-dessus des lois. Donc, si vous voulez, toujours, les démocraties se sont méfiées de la majorité. Que si demain, l'Assemblée nationale et le Sénat viennent à édicter une loi parce qu'il y a une majorité qui est antidémocratique, le Conseil constitutionnel et qui est contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel peut annuler cette loi. Donc, il y a un système d'annulation de loi. Or, ce système n'existe pas en Israël. Il n'y a pas de constitution. J'allais dire, la Knesset, depuis 70 ans, n'a pas réussi. Ils essayent de le faire par des lois fondamentales, mais il n'y a pas encore de loi. Il y a certaines lois fondamentales, mais il n'y a pas encore un corpus qui forme une constitution israélienne. Et au cours des années, la Cour suprême s'est érigée ce droit. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, j'aurais dit, il manque quelque chose. Donc, elle a voulu remplacer une fonction qui n'existait pas. Je vais vous donner d'ailleurs le premier exemple. Ça a été fait dans un cas d'un député où les gros partis, une fois qu'ils ont été élus, c'était le jugement d'Amnon Rubinstein. Après les élections, tous les partis politiques sont en déficit, évidemment. Et ben, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter une loi qui va permettre de nous mettre à zéro au niveau financier, c'est-à-dire de nous donner une subvention supplémentaire. Et ça, c'était normal. Tous les partis avaient l'intérêt, tous les partis avaient intérêt de recevoir des subventions supplémentaires pour pouvoir faire face à tous leurs débiteurs suite à des élections. La Cour suprême est intervenue et ils ont fait passer une loi. La Cour suprême est intervenue, a dit non, j'accepte pas. C'est pas démocratique. Ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt, j'allais dire, vous êtes c'est vous qui prenez la décision et vous êtes également intéressé par cette prise de décision. Donc pour moi, et c'est la première d'ailleurs loi qui a été annulée par la Cour suprême, il y en a eu d'autres après. Hein, pour moi, Cour suprême, je considère que ce n'est pas dit constitutionnel entre guillemets. Et à partir de ce jugement, au fur des années, au fur et à mesure que le temps a avancé, la Cour suprême est intervenue dans un certain nombre de domaines. Et s'est octroyé le droit d'annuler des lois qu'elle considérait comme non démocratiques. C'est ça. Alors, c'est ce que l'on appelle la réforme. C'est la réforme d'Aaron Barak, c'est lui qui a été. Oui, non, c'est bien avant Aaron Barak. Aaron Barak, en fait, a été un peu plus activiste dans cette. Mais la brèche existait déjà. Le jugement dont je vous parle maintenant, le jugement de Rubinstein, Aaron Barak était juge à la Cour suprême, il n'était pas président. Vous voyez. Donc la brèche existait déjà avant. Et ce qu'a fait Aaron Barak, en fait, il n'a fait que par un système d'activisme judiciaire, il n'a fait qu'augmenter les cas. Et donc, si vous voulez, moi je crois que la Cour suprême, que c'est un pouvoir qu'il faut que
la Cour suprême utilise avec beaucoup de parcimonie, puisque personne n'a nommé des juges de la Cour suprême, d'être au-delà des lois du Parlement. Oui. Mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément toute loi du Parlement est forcément démocratique. Donc si vous voulez, il manque une fonction dans ce pays, il manque une fonction en Israël, une fonction juridique, et la Cour suprême l'a remplie. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, la Cour suprême a fait de ce pouvoir qu'elle devait utiliser avec parcimonie, elle l'a utilisé de manière un peu trop, un peu trop. C'était trop libéral. Donc ils ont annulé des lois qui étaient dictées par la Knesset, donc par le Parlement israélien, et les parlementaires évidemment n'étaient pas contents. Ouais. Donc si vous voulez, il y a un rapport de force entre la Knesset d'un côté et la Cour suprême de l'autre côté. Et il faut en fait d'une certaine manière, vous êtes en train de nous dire qu'il faut peut-être rééquilibrer un peu ce rapport. Je pense qu'il faudrait rééquilibrer ce rapport, mais à quel prix? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'est-ce que la proposition de loi telle qu'elle est dictée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils disant que si la Cour suprême annule une loi, alors la Knesset peut la revoter, et à ce moment-là, la Cour suprême ne pourra pas intervenir dans cette loi. Je ne crois pas que c'est forcément la solution. Eh bien, moi, je crois qu'il faudrait faire une refonte. Oui. Et je suis surpris d'ailleurs qu'on n'en parle pas en Israël. Nous allons devoir nous quitter parce qu'il y a la revue de la presse à 8h30 très précisément. En tout cas, je crois qu'on a bien compris le message et la nécessité donc d'être un petit peu plus de rééquilibrer un peu ces relations entre les différents pouvoirs en Israël. Je vous remercie beaucoup, maître Philippe Koskas, d'avoir nous avoir éclairé sur tous ces sujets. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Bonne journée.